Bonjour à tous. Nous sommes venus à Troyes de la BPI, donc la Bibliothèque publique d'information qui se trouve dans le centre Beaubourg, ou Pompidou. Troyes, pour vous parler de trois choses différentes et en fait les mêmes sous des angles différents. Qu'est-ce que nous faisons avec la presse, notamment la presse en ligne, et jusqu'où nous essayons d'aller nous allons retomber évidemment sur les mêmes sujets. Juste une petite présentation parce que la BPI est une bibliothèque atypique. Atypique parce que ce n'est pas une bibliothèque publique classique comme les autres. C'est une bibliothèque à statut national, aussi parce qu'elle se trouve au cœur de Paris, qu'elle est extrêmement fréquentée, qu'elle a un haut niveau de fréquentation avec des horaires très larges, des jours d'ouverture très larges, et qu'elle a des collections encyclopédiques sur 3 niveaux, 3 étages, ce qui, à nos yeux en tout cas, justifie qu'on ait une offre en ligne riche, notamment pour la presse, et c'est celle, on le verra tout à l'heure avec mes collègues, qui est une des plus utilisées. Là où je voulais en venir, c'est que fait-on pour sélectionner nos sources ? Il va être beaucoup question de sources dans nos interventions. C'est simplement une introduction, donc je ne rentrerai pas dans les détails, simplement ce que nous avons choisi de défendre comme axe documentaire. Un que nous ne défendons pas, mais dont nous gardons le cap, enfin 2 plus exactement, c'est l'actualité et l'encyclopédisme. Ce sont vraiment ce qui constitue l'ADN de la BPI. Excusez-moi, j'ai oublié de changer de slide. La diversité des sources, c'est pour nous parfois assez compliqué, notamment dans les baisses budgétaires que nous sommes nombreux, je pense, à connaître dans nos centres de ressources, mais qui est fondamentale. Diversité des sources, ça veut dire, quel que soit le format, imprimé, microforme, numérique, d'avoir le maximum de titres, de sources différentes, onéreuses comme gratuites, mais notamment onéreuses. Ce qui n'est pas toujours simple, j'en conviens, mais nous faisons parfois de l'équilibrisme pour désherber des sources, en racheter des nouvelles, essayer d'en faire perdurer certaines via d'autres techniques, etc. Des titres donc différents, sous des formats divers, formats numériques aussi divers, et d'approches variées. Alors je ne rentre pas dans le détail, j'avais prévu des exemples, mais je pense que mes collègues les donneront beaucoup plus efficacement que moi. La diversité des modèles de souscription. Alors, ça paraît beaucoup plus loin que l'usager, enfin, ça paraît beaucoup plus éloigné à l'usager. En fait, nous pensons que c'est quand même une défense, justement pour pouvoir jongler avec la diversité des sources. C'est une importance capitale pour gérer un budget, pour le fluidifier, pour pouvoir payer un abonnement, tandis que pour un autre, on va payer uniquement des fees, des frais d'accès et de mise à jour. C'est toute la mise en place en fait, de modèles tarifaires notamment et économiques lorsqu'on peut s'appuyer dessus, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais qui, pour moi en tout cas, vise à maintenir cette diversité. Alors c'est vu du côté gestion, mais ça en fait aussi partie. Peut-être que la chose la plus importante, ce dont on discute souvent le plus, c'est le choix fait ou non entre choisir un agrégateur, où viennent des milliers de sources, ou au titre à titre. Nous faisons les deux, nous continuerons à faire les deux. On ne trouve pas les mêmes choses quand on s'abonne au titre à titre et à un agrégateur. En revanche, on veut cette complémentarité et ce recouvrement. Pareil pour les dates d'ailleurs de recouvrement au périodique. Et puis, mais c'est pas là le plus simple, la diversité des modes d'accès et d'usage. Pendant très longtemps, on avait accès uniquement à des plateformes qui qui demandaient à l'usager de faire de la recherche pour trouver ce qu'il allait lire. Alors évidemment, à la BPI, on est autant sur le loisir que sur l'information, même si son titre l'indique, Bibliothèque publique d'information, on est beaucoup quand même axé sur l'information, mais notamment pour tout ce qui est offre de loisirs, c'est vrai que la plupart des usagers préfèrent, c'est bien normal, le mode feuilletage, ou
un mode visuel qui est aussi, je pense, pas à négliger dans une recherche ou dans une vérification de sources. Je crois que mes collègues l'ont déjà dit. Voilà, je passe le reste qui a finalement pas autant d'importance. Les usages, mais ça se démultiplient de plus en plus lorsqu'ils sont nomades, donc pas sur les postes fixes de la bibliothèque. Donc nous privilégions de plus en plus ce mode d'accès, même si nous laissons et nous tenons à laisser des postes fixes, parce que beaucoup de nos usagers n'ont pas du tout de matériel informatique. Et je vais conclure. Non, pas encore tout à fait, si. Voilà, en fait, mon titre, c'est une citation de Salomé du service des ressources électroniques. En fait, c'est un peu notre slogan. Alors, une petite explication, pourquoi ? Nous avons choisi, de façon tout à fait délibérée, d'appeler la rubrique des ressources, alors électroniques, numériques, etc., peu importe, l'autre Internet. Et nous nous sommes battus pour que nous soyons accessibles depuis la rubrique des services et non pas des collections. Rassurez-vous, on est aussi du côté des collections. En revanche, on tenait vraiment à ce qu'on soit dans les services, parce que moi j'estime que les bases de données, ressources électroniques, etc. sont autant des services que des contenus. En fait, c'est la jonction des deux qui fait leur originalité. Et comme vous le constatez ici, nous sommes juste à côté de Internet et le Wi-Fi, qui est un des services, le service le plus demandé et consulté à la BPI. Donc l'autre Internet, c'était une façon de dire, hop là, il y a de l'Internet, mais un petit peu différent. Venez voir par là. Vous voyez un petit peu l'appel en clin d'œil. Cette volonté, bon, que je vous décrypte ici, elle s'accompagne évidemment d'actions, de médiation, de cycles, de mise en place de conférences, de débats et d'ateliers dont vont notamment vous parler mes collègues auxquels je passe la parole. Donc bonjour. Assez rapidement, je vais vous parler de la politique d'acquisition des titres de presse numérique à la BPI. Alors tout d'abord, il s'agit d'une salle de presse qui est en train de devenir une salle d'actualité, puisque donc je fais partie du service développement culturel et actualité au sein de la BPI. Donc le service actualité a fusionné avec le service du développement culturel, ce qui permet en fait de renforcer le côté actualité culturelle au sein même d'un espace qui était plutôt tourné vers la presse d'information. Alors, de quoi parlons-nous ? Déjà, de nouveaux meubles vont agrandir l'espace et nous permettre de valoriser les nouveautés éditoriales de la BPI, donc très près de l'espace actualité. Cet espace actualité donne accès donc à 200 titres de presse papier française et étrangère, à des monographies sur la presse et le journalisme, et bien sûr à une offre électronique. Tout ceci, bien sûr, sera notamment valorisé à partir de la fin 2018. Nous allons être en travaux, la BPI va se rénover et l'entrée de la BPI à terme se fera par le niveau 2, par la salle d'actualité, d'où cette importance donnée à ce rayonnement. Merci. Alors, quelle est l'offre électronique ? Donc, d'une part, nous avons bien sûr Europresse, mais nous avons aussi l'accès donc à Press Reader, donc pareil, qui donne accès à de la presse internationale dans de nombreuses langues. Et puis depuis 2 ans, depuis 2015, en fait, nous avons commencé à acheter des pure players, donc qui sont des journaux tout en ligne. Donc tout d'abord, nous avons commencé par nous abonner à Mediapart. Et puis assez naturellement, nous sommes tournés aussi vers Les Jours, qui est un site d'actualité récent qui est basé en fait sur un format de série. Donc quelque part, on consulte la presse comme on consulterait une série, on regarderait une série. Donc qui est également un pure player indépendant, tout comme Arrêt sur Image, donc qui est tiré de l'émission du même nom, de Daniel Schneiderman, et donc qui était une émission de décryptage et de critique de l'information et des médias. Sachant, là, c'est juste pour la petite histoire, que Mediapart et Arrêt sur Image ont fondé le SPIL, donc c'est le syndicat de la presse indépendante en ligne.
Donc c'est intéressant puisque ce sont de nouveaux modèles Qui est adhérente économiques. de l'ODI. Donc c'est très bien. Voilà. Et donc pour donner une couleur culturelle à cet espace, nous venons de nous abonner à Newsstand Culture, qui est une agence d'information qui donne des informations sur les musées, le patrimoine, le spectacle vivant et la musique. Hein. Donc là, clairement, nous souhaitons aussi renouveler notre offre et donner accès à de nouveaux contenus, peut-être pour de nouveaux publics. Hein. C'est le but aussi. Dans cette offre renouvelée, nous avons également signé un partenariat avec l'INA pour la mise à disposition de contenu INA dans cet espace, donc qui comprend un kiosque qui donne accès à 11 chaînes de télévision et 5 chaînes de radio sur 3 mois glissants, qui donne accès également à plus de 50 000 documents d'archives et qui donne accès à 14 000 sites du dépôt légal. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, pour nous, c'est intéressant aussi d'avoir ce partenariat avec l'INA, parce que le public de la BPI est complémentaire de celui de l'INA, et donc il y a vraiment des passerelles possibles entre les publics. Et puis c'est une offre totalement gratuite, hein, bien sûr, comme le reste de ce que nous offrons, mais c'est quand même un plus d'avoir ces collections-là dans nos emprises. Gratuite aux usagers, hein, je le souligne. Enfin, pour l'INA, c'est oui. Alors, qui sont nos publics, justement? Alors, nous avons des offres en direction donc, des étudiants, du grand public, mais également des personnes handicapées, puisque nous donnons accès donc, à Vocal Press, hein, qui est une presse accessible. En termes de consultation, alors là, on peut dire que ça monte vraiment en flèche, et notamment pour Europresse, puisqu'actuellement, nous sommes environ à 30 000 consultations hein, pour l'année dernière. Voilà, donc je dirais, je ne vais pas vous citer tous les chiffres, mais on est vraiment très, très consulté au niveau de la presse à la BPI. Hein. Alors, comment est-ce qu'on consulte hein, Chantal l'a dit, hein, sur des postes dédiés pour les personnes qui ne sont pas équipées à la maison, ou par le Wi-Fi depuis sa propre machine. Et donc, nous mettons en place des médiations auprès donc, des usagers et aussi auprès, bien sûr, de notre personnel. Et donc, pour cela, je travaille en étroite collaboration avec Salomé. Salomé, donc, qui travaille aussi au service des ressources électroniques et qui s'occupe de toute la valorisation et la médiation. Voilà, et donc je conclurai donc en fait sur une ouverture vers un cycle sur la presse, c'est-à-dire un cycle de programmation hein, sur le journalisme et la presse, à venir pour septembre 2017 et qui est actuellement en préparation. Donc vous voyez vraiment la logique, c'est des collections, des publics, des médiations, mais aussi une offre vraiment de conférences, de manière en fait à ce qu'il y ait du débat au sein de la bibliothèque et dans le centre. Merci. Oui, et se pose ensuite, bien sûr, la question de valoriser ces ressources. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, par exemple, cet exemple d'atelier. Et merci, Chantal, pour la photo. On fait, bien sûr, des présentations mode d'emploi à la BPI, tout savoir sur Europresse, etc. Mais ça marche beaucoup mieux quand la ressource va rejoindre un besoin réel. Ça nous permet de valoriser la ressource de manière un peu plus subtile et plus naturelle. Fin 2016, la BPI met en place donc, ce nouvel atelier Info Intox qui s'inscrit dans un double contexte, on va dire. C'est d'abord un sujet assez porteur, plutôt à la mode en ce moment, comme on a pu le voir. Et il s'inscrit aussi très concrètement dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle à destination des collèges, puisque la BPI a une offre à destination des publics scolaires. Et dans cette EAC, il y a un volet éducation aux médias et à l'information. C'est dans ce cadre-là qu'on entre en relation avec les collèges. Concrètement, au cours de ces ateliers, voilà, des collégiens, donc pour l'instant c'est essentiellement des collégiens de Paris, enfin de l'Académie de Paris, viennent à la BPI pour essayer de démêler le vrai du faux. Alors pourquoi à la bibliothèque, pourquoi à la BPI ? On a d'abord un lieu symbolique, la bibliothèque comme lieu de la recherche du savoir.
Voilà, ça permet de poser un petit peu le cadre. On a du matériel aussi. On a été un peu surpris parce que le fait d'avoir des postes informatiques avec un accès relativement rapide à Internet est apprécié des enseignants, des classes qu'on a pu accueillir. On a aussi des collections numériques, dont parlaient Chantal et Christine, et ces collections qui peuvent complètement compléter des ressources en accès libre. Et enfin, on a des bibliothécaires avec des compétences en recherche de l'information. Alors, comment se passe concrètement un atelier Info-Intox à la BPI? On accueille les élèves dans l'espace presse-actualité. Ils ont à leur disposition donc chacun un ordinateur avec accès à Internet. On précise bien au départ l'objectif de l'atelier qui est d'identifier des sources d'informations autour de sujets polémiques. On fait au départ un petit peu de méthodologie, mais pas tant que ça, parce que ça va plutôt se faire après, au fur et à mesure de la recherche. On a donc à disposition des élèves Internet, mais aussi les ressources de la BPI. On en a fait une petite sélection. On a jugé accessible à un niveau collège. On leur présente en particulier Universalis et Europress. C'est pas parce que c'est la journée Europress que je le dis, mais voilà, c'est un fait. J'ai mis Wikipédia aussi sur le slide. C'est toujours très intéressant de voir comment les élèves réagissent par rapport à Wikipédia. Parfois, ils connaissent Universalis, pas toujours. Par contre, ils connaissent tous Wikipédia et ils ont, de manière assez étonnante, un discours théorique très méfiant par rapport à Wikipédia. Ils vont nous dire « ce n'est pas fiable, tout le monde peut écrire dans Wikipédia ». Voilà. Donc en théorie, ils sont méfiants. En pratique, ils vont utiliser Wikipédia. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dédramatiser Wikipédia. On ne juge pas, on ne critique pas cette encyclopédie, au contraire. On n'interdit pas a priori un site et on se demande d'ailleurs, quand on entend ce discours-là, si les adultes n'ont pas une part de responsabilité dans ce que les élèves nous disent après de Wikipédia. Dire pourquoi c'est mal Wikipédia. Enfin, on peut vraiment se demander cela. Et ça nous permet d'introduire Universalis, puisque pourquoi ne pas utiliser les deux en complément? Oui. On a aussi à disposition des élèves une fiche de recherche encadrée que vous voyez à l'écran. Là aussi, alors c'est en cours d'élaboration. Après chaque atelier, on retravaille un petit peu la fiche. On est parti au départ de pas de fiche du tout. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien. On a élaboré une grille avec 12 000 questions, qui, quoi, qui fait ça, pourquoi, etc. Ça ne marchait pas non plus. Donc on a essayé de faire quelque chose de plus léger et qui marche bien, mais à condition d'être dans un cadre ou d'être un peu suivi au cours de la recherche. Vient ensuite le moment du choix des sujets. Donc les élèves travaillent par petits groupes de 4, simplement parce que chez nous, ça correspond à une rangée d'ordinateurs, c'est plus facile. Vous voyez ici les sujets qu'on propose aux élèves et en gras, les sujets qui ont été choisis par les élèves des ateliers qu'on a déjà pu mener. Donc ce sont des collégiens. Et on constate une grande prédilection pour les sujets pseudo-scientifiques et people. Les stars Illuminati, par exemple, sont choisis à chaque atelier. Grand succès. Les élèves ont ensuite 50 minutes, 1 heure de recherche. Là aussi, on insiste beaucoup sur une recherche encadrée. Chaque groupe devrait idéalement avoir son référent, son tuteur qui accompagne ce groupe-là. Parce que c'est là qu'est vraiment l'intérêt de l'atelier et c'est à ce moment-là que ça prend la méthodologie. C'est-à-dire on discute, on redéfinit ensemble le sujet avant de commencer la recherche, on cherche des mots-clés, on se pose des questions pendant la recherche et on prépare une petite synthèse qui sera présentée devant l'ensemble de la classe. Et
À la fin de l'atelier, donc on a une petite demi-heure de restitution. Chaque groupe fait un point sur son sujet et on conclut ensemble en essayant de formaliser un petit peu ce qu'on a vu pendant l'atelier. Et on a cette infographie réalisée par l'IFLA qui nous permet de faire une petite synthèse avec les élèves. Alors, quel retour sur ces premiers ateliers ? Ce qu'on a pu constater, c'est que ça marche bien quand l'atelier s'inscrit dans un travail qui est mené avec la classe sur le long terme. Quand les enseignants et les documentalistes sont vraiment impliqués et suivent la classe. Quand ils viennent juste comme ça, sans introduction, sans préparation, c'est peut-être un petit peu plus dur de les sensibiliser à ce travail. On apprécie aussi particulièrement de pouvoir avoir au préalable ou pendant et après aussi des contacts avec nos cousins documentalistes, on va dire, parce qu'on se rend compte qu'on a un petit peu la même façon de penser, qu'on a les mêmes méthodes. Voilà. Et ça permet là aussi de faire un suivi entre ce que les élèves voient au collège et ce qu'on voit avec eux ensuite. Un autre point important, c'est qu'il faut être nombreux. 2 personnes pour animer un groupe de 20, ça ne suffit pas. Idéalement, il faudrait un tuteur bibliothécaire documentaliste enseignant par groupe d'élèves. Et le point qui reste encore à améliorer, c'est la restitution qu'on demande aux élèves à la fin de l'atelier. Parce qu'autant, quand on travaille avec eux, on discute avec eux, on a l'impression qu'ils ont vraiment compris ce vers quoi on voulait aller. Et au moment de tomber dans la restitution, au moment d'arriver à la restitution, on retombe souvent dans quelque chose de très scolaire. Chacun a une phrase, lit la phrase, passe le cahier à son voisin, on ne sait pas trop où ils veulent en venir. Et on les voit aussi se tomber dans des raccourcis qu'on voulait justement éviter. Par exemple, des affirmations du genre « c'est sur un site gouvernemental, donc c'est fiable »,« c'est sur le site du Monde ou de Libération, donc c'est fiable ». Et l'objectif de l'atelier, justement, ce n'était pas de se faire une liste de sites fiables, de dire « voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bien », mais plutôt que dans n'importe quel contexte, les élèves se posent les bonnes questions et évaluent à chaque fois la pertinence de l'information. Donc c'est refaire en fait le travail du décodex, mais le refaire à chaque fois et à partir de son propre jugement. Voilà, vraiment ne rien interdire aux élèves, ne pas leur dire « n'allez pas sur ce site, il n'est pas fiable », simplement les faire réfléchir, ne pas écarter une source, en connaître simplement les limites. Et après ces premiers ateliers, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il nous semble totalement justifié parce qu'on voit beaucoup de difficultés parmi les élèves pour se repérer, lire une information, comprendre une information, lire en diagonale. Enfin, ce sont des choses qui sont assez difficiles. On a l'impression que les élèves et les enseignants sont assez satisfaits, voire de plus en plus parce qu'on s'améliore nous aussi au fur et à mesure. Et les bibliothécaires aussi apprécient de s'investir dans cet atelier. Je reviens à l'infographie de l'IFLA, et en particulier le tout dernier carré, ici, là, voilà, que disent les experts. Mais cet atelier permet en quelque sorte aux bibliothécaires de reprendre une place d'experts en recherche de l'information, et c'est quelque chose d'assez agréable. De pouvoir être reconnu comme ça dans son métier. Merci. Bien, merci beaucoup à la Bibliothèque publique d'information. On va, à moins qu'il y ait des questions, tout de suite et maintenant. Oui, très bien, allons-y. C'est juste parce que je suis documentaliste en collège dans le 91 et j'ai remarqué que vous ne parliez que des collégiens de l'Académie de Paris. Donc ça ne marche pas pour nous. Les collégiens sont-ils différents ? Alors, est-ce que vous avez une réponse ?
Je pense que ça. Non, non. Alors, non, mais votre question est tout à fait complètement légitime. On l'a noté. En fait, comme vous l'a dit Salomé, c'est le début. Donc c'est le tout début, on a commencé fin 2016. Donc voilà, c'était un premier galop, on va dire, parce que l'Académie de Paris, voilà, c'est... et d'ailleurs, le Clémy... et la dernière semaine de la presse a fait que voilà, il y a eu un petit peu une accélération des demandes appuyées par l'Académie de Paris. Donc c'est comme ça finalement que ça s'est fait. Rien n'interdit évidemment que nous avons énormément de lecteurs qui viennent des départements limitrophes de Paris, aucun souci. C'est juste voilà, une opportunité au début, mais n'hésitez pas à nous joindre et puis on verra ce qui est possible dans ce cadre. Je vais me permettre du coup de compléter en fait pour vous expliquer le circuit actuel. En fait, on est plusieurs services à travailler sur ces ateliers. Donc il y a le service des ressources électroniques, le service actualité, développement culturel, mais en fait il y a un support aussi éducation artistique et culturelle au service communication. Pour l'instant, c'est ce service qui centralise les demandes et qui nous fait passer les demandes d'ateliers. Donc ça s'est fait de façon, je dirais, au fil de l'eau cette année. Mais à partir de septembre, sur notre site, on va annoncer un atelier par mois. Bon, après, je ne sais pas si on fera plus, moins. En tous les cas, c'est ça qui est prévu. Donc, effectivement, il ne faudra pas hésiter à nous contacter. On peut peut-être en parler après, mais c'est bien sûr, pas de problème. Alors, moi, je vais juste compléter. Je suis aussi professeure documentaliste en Essonne, mais pour des lycéens. Et il se trouve qu'on n'a pas de plage horaire pour l'éducation aux médias et à l'information pour les lycéens, qu'avec les nouveaux parcours, la réforme du collège, ils n'ont pas eu avant, même s'ils ont eu un peu de recherche documentaire, de choses, mais c'est vrai que voilà, qu'ils ont beaucoup de travaux de groupe en lycée, qu'on les prépare au post-bac, où souvent, effectivement, ils vont à la BPI, parce que quand ils viennent dans les... voilà, que ça soit de l'université de banlieue, mais c'est vrai qu'on vient souvent, c'est ouvert le dimanche, la BPI, c'est très pratique pour les lycéens, mais pour le coup, ils se retrouvent vraiment perdus dans l'univers des médias. Moi, là, on a constaté en TPE, on vient de les faire passer, c'est une catastrophe. Donc, est-ce qu'éventuellement, cette offre-là peut aussi se faire pour des lycéens ? Alors, c'est en projet. Ça a commencé par les collégiens dans ce cadre-là. Mais effectivement, l'idée, c'est de la développer auprès des publics lycéens. Et nous-mêmes, on y pense pour nos publics adultes. Donc, c'est vraiment un projet qui est à son tout début. Bien. On voit une question. J'arrive. Bonjour, je travaille à la bibliothèque de l'École des Mines de Paris, donc pas du tout les mêmes préoccupations, mais qui se rejoignent finalement, parce qu'on réfléchit aussi à ce genre de choses, même dans les grandes écoles. Est-ce que vous envisagez des partenariats avec l'enseignement supérieur sur ce projet-là ? À partir de demain. Ça c'est fait, merci. Non, pas dans l'immédiat, mais encore une fois, c'est vraiment le début, donc c'est à voir.